Lumière. 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 Lumière sur la découverte du village néolithique de Val-des-Marais par Rémi Martineau, chercheur CNRS au laboratoire Archéologie, Terre, Histoire et Société sous la tutelle du CNRS, de l'Université de Bourgogne et du ministère de la Culture. Dans la vie d'un archéologue, il y a certainement des jours plus heureux que d'autres. Rémi Martineau, chargé de recherche CNRS, a dû vivre des moments d'excitation, d'impatience et d'émotion quand il a, avec son équipe de recherche, découvert un village néolithique au Val-des-Marais cet été. Après 10 ans de fouilles et 20 ans de recherche, ce doit être l'aboutissement d'un travail de longue haleine. C'est ce que va nous conter Rémi Martineau, chercheur au laboratoire Archéologie, Terre, Histoire et Société. C'est un laboratoire CNRS, Université de Bourgogne et du ministère de la Culture. Bonjour Rémi. Cette découverte est qualifiée d'historique par la presse. Pouvez-vous nous décrire comment s'est déroulée celle-ci ? Alors, l'été dernier, on a eu la chance de découvrir un habitat du néolithique récent, c'est-à-dire la période du néolithique qui se situe entre 3500 et 3000 avant notre ère. Ce type de site, ces habitats néolithiques de cette période sont extrêmement rares, quasiment inconnus dans la moitié nord de la France. Les seuls cas qu'on connaît pour cette période, c'est notamment les sites lacustres, les habitats lacustres qui sont connus dans l'arc circumalpin, notamment dans la partie est de la France, dans le Jura, ou en Suisse, notamment en Suisse occidentale, autour des lacs de Neuchâtel, Bienne ou Morat. Dans la moitié nord de la France, ce type de site d'habitat est quasiment inconnu. Ça fait de cette découverte une découverte majeure. Alors, ce qui est extrêmement intéressant par rapport à cette découverte, c'est que dans la moitié nord de la France, on connaît principalement ces sociétés du néolithique récent, par les sépultures collectives. Ces sépultures collectives, ce sont donc des allées couvertes mégalithiques qu'on appelle couramment dolmens et qui peuvent prendre aussi la forme d'hypogées, c'est-à-dire de sépultures creusées sous terre. Ces sépultures collectives en hypogée, c'est notamment dans la région des Marais de Saint-Gon, dans la Marne, qu'on les connaît, proche de cette découverte de cet habitat du néolithique récent de Val-des-Marais. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans cette découverte, c'est que justement, ça vient nous combler un manque de ces connaissances sur cette période. Alors, quelle est l'ampleur du site, par exemple ? Pouvez-vous nous donner quelques indications sur la taille du site et ce que vous avez trouvé concrètement ? Alors, ce site d'habitat, il a été exploré sur environ 3800 mètres carrés, qui a été ouvert à la pelle mécanique et qui nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de structures archéologiques, notamment une enceinte palissadée, c'est-à-dire un fossé, qui était un fossé d'implantation d'une palissade en bois. À côté de cette enceinte palissadée, on a découvert des fosses dépotoirs de grande dimension, c'est-à-dire environ 15 à 20 mètres de diamètre par 2 à 3 mètres de profondeur, ce qui représente des fosses de très grande taille qui sont comblées par du sédiment archéologique et du mobilier archéologique en assez grande quantité. À côté de ces fosses dépotoirs, on a également mis au jour un bâtiment qui est probablement une maison, mais qui reste à dégager en totalité, puisqu'on n'en est qu'aux premières étapes. Et puis on a découvert, non loin de là, un puits pour aller puiser l'eau dans la nappe phréatique qui se situe à plusieurs mètres de profondeur sous le site. Ce qui fait qu'on a là un ensemble très cohérent, très important de vestiges qui représentent les différents aspects de ce qu'on a pu appeler un village, qu'on pourrait appeler un petit village ou un hameau pour le moment, mais qui vraisemblablement est beaucoup plus important que ce qui a été mis au jour cet été. Donc là, il y a une perspective de recherche encore sur une longue période, j'imagine.
Alors, comme je disais, cet habitat, il a été mis au jour sur quelques centaines de mètres carrés au cours de cette exploration, de cette évaluation archéologique. On a donc plusieurs types de structures, un puits, fosse dépotoir, une enceinte palissadée, peut-être plusieurs de ces enceintes d'ailleurs qui sont accolées les unes aux autres. C'est l'étape de la découverte, on est aux premières étapes. Il restera évidemment à compléter cette découverte et à mieux comprendre ces vestiges qui ont été mis au jour. Là, on est sur une surface qui est relativement importante, mais qui va évidemment pouvoir être explorée plus largement. Donc en fait, pour cet aspect de votre recherche, de quels moyens disposez-vous? Est-ce que vous avez une équipe importante? Pour les fouilles en elles-mêmes, comment cela se passe-t-il concrètement? Alors en fait, sur le terrain, on est une vingtaine. On est 3 encadrants, 2 collègues qui sont Fabien Langry-François, qui est un collègue de l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, donc institut qui est partenaire de cette recherche. Donc Fabien Langry-François qui co-dirige cette opération avec moi, et puis un deuxième collègue qui est Guillaume Lépine, qui travaille dans une société d'archéologie préventive, Archéodunum, et donc on est 3 encadrants et 3 organisateurs, on peut dire, et gestionnaires de cette équipe. Avec nous, plus d'une quinzaine d'étudiants qui sont cette année notamment, tous des étudiants qui avaient déjà une certaine expérience dans les fouilles archéologiques en fouilles programmées, ce qui fait une équipe d'une vingtaine de personnes sur le terrain. Vous avez donc fait ces fouilles au mois d'août, découvert ce site qui a une ampleur quand même très importante et qui va offrir plein de perspectives de nouvelles découvertes encore. J'imagine que dès à présent, vous allez devoir traiter pas mal de données recueillies sur le terrain. Comment ça va se passer concrètement aussi de ce point de vue-là, une fois que vous rentrez au labo? Évidemment, le travail de l'archéologue, c'est le terrain. Bien sûr, c'est l'acquisition des données sur le terrain, c'est la fouille, mais c'est aussi et tout autant et au moins autant d'investissement en temps de travail, toute la partie qu'on appelle post-fouille. Donc effectivement, au retour du terrain, on a un certain nombre de tâches à mettre en place qui sont bien évidemment le lavage du mobilier, qui d'ailleurs est déjà en général commencé en parallèle de la fouille, surtout quand il est abondant, puis le reconditionnement, le rangement de ce mobilier, et bien évidemment les étapes d'inventaire, de tri, puis de phase d'étude. Alors cette étape, elle est actuellement en cours. Ces études sont en cours et puis parallèlement, évidemment, il y a l'élaboration de ce qu'on appelle le rapport de fouille. C'est-à-dire que, évidemment, il y a tout un travail de construction d'un document qui sera un document final sous forme d'un rapport de plusieurs centaines de pages qui va permettre de présenter les détails non seulement de l'opération, de son déroulement, mais aussi des découvertes, mais bien entendu aussi des phases études, analyse du site et des objets. Donc là, vous allez retourner au laboratoire avec une masse importante de données à trier, à décrire, et vous allez faire votre rapport de fouille. Mais quelle suite allez-vous donner sur ce site même? Allez-vous recommencer d'autres fouilles l'année prochaine? J'imagine qu'il y a toujours un temps qui est imparti aux fouilles et un temps qui est imparti à l'analyse des données. Alors là, on est dans un cadre de recherche archéologique programmée, ce qui fait que le calendrier de l'année est rythmé assez simplement. Les fouilles ont lieu au printemps et été. Et le reste de l'année est consacré effectivement à l'élaboration du rapport de fouille, au traitement des données, aux analyses, aux études de mobilier notamment. Ce site est une découverte importante pour nous. C'est une découverte qui a été attendue depuis de nombreuses années et même pratiquement des dizaines d'années. C'est une découverte évidemment majeure pour cela, parce que ça va nous permettre de mettre en perspective
la société du néolithique de cette époque, entre moins 3500 et moins 3000 avant notre ère, puisque jusqu'à présent on connaissait majoritairement ces sépultures collectives, hein, le monde funéraire. On connaît aussi très bien dans cette région les minières de silex, qui sont extrêmement nombreuses. Donc ces lieux où les gens ont extrait le silex pour fabriquer leurs outils. Ce qui fait qu'on connaissait plusieurs facettes, plusieurs volets de la société de cette époque, mais il nous manquait évidemment ce morceau principal, hein, cet élément essentiel du puzzle qui est celui de la vie quotidienne, hein, du quotidien, de l'habitat, du quotidien de ces populations. Donc évidemment, cette découverte majeure nous entraîne vers des perspectives qui semblent assez logiques, hein, assez évidentes pour nous. C'est bien entendu le souhait de poursuivre ces recherches de terrain. Là, cette première étape concernait une évaluation archéologique, c'est-à-dire la détection, la caractérisation du site, ce qui est fait, ce qui a permis cette découverte. Il s'agit maintenant d'aller plus loin dans l'étude approfondie, l'analyse précise de ce site. Ça veut dire son organisation spatiale, combien il y a de puits, s'il y en a plusieurs, combien il y a de bâtiments, si on a la chance d'en avoir plusieurs, est-ce que ce sont des maisons, quelle est la surface de l'enceinte qui est enclose, est-ce qu'il y a plusieurs enceintes accolées. Donc vous voyez, on a de nombreuses questions, presque plus de questions aujourd'hui qu'avant cette découverte, et c'est ce qui en fait évidemment l'intérêt, hein, c'est ce qui fait toujours l'intérêt de ces recherches archéologiques, hein, c'est que ça nous apporte des nouveaux éléments de connaissance, mais aussi que ça nous ouvre de nombreuses questions, de nouvelles perspectives de recherche. Donc forcément, tout ça nous amène à envisager un projet de fouille pour l'été prochain, hein, ce qui est en cours de programmation, et évidemment, sans doute, pour les années suivantes. Alors, vous parliez des objets recueillis et du mobilier. Ce mobilier, dans quelle matière est-il ? Est-ce que ensuite vous avez des chercheurs qui vont travailler plutôt le bois, plutôt la céramique? Enfin, j'imagine que chaque matériau est traité d'une façon différente pour éventuellement reconstituer son histoire et comprendre la vie autour de ces objets. Oui, tout à fait. Alors, en fait, les objets qui ont été découverts sur ce site sont des objets de la vie quotidienne. Ce sont finalement des objets relativement simples. Principalement ce qu'on appelle nous de la céramique, en fait, qui sont des poteries, hein, des récipients en terre cuite qui sont brisés évidemment dès leur utilisation à l'époque, hein, et bien entendu aussi par leur ancienneté dans le sol. Donc ces tessons de céramique qui sont très nombreux, ensuite ils sont reconditionnés en laboratoire, c'est-à-dire lavés, et ensuite recollés. Évidemment, pour pouvoir être dessinés et permettre de reconstituer des formes, des décors, étudier leurs techniques de fabrication. Et tout ça va permettre de documenter, évidemment, de dater aussi, hein, puisque la céramique permet de dater, au même titre que le carbone 14 d'ailleurs, hein, puisqu'on a des chronologies très précises à partir de la céramique. Donc voilà, c'est vraiment déjà un sujet qui nous prend beaucoup de temps, évidemment, cette étude de la poterie. Et puis, à côté de ces objets en céramique, on a découvert bien entendu des silex taillés, forcément, qui sont à la fois des déchets de taille, mais aussi des outils, évidemment, des outils de la vie quotidienne, notamment des couteaux ou autres grattoirs, armatures, pointe de flèche, par exemple. À côté de ça, on a des outils qui servent à moudre le grain, hein, ce qu'on appelle les outils de mouture. Donc évidemment, à l'époque, on faisait de la farine à partir des céréales qui étaient cultivées, puisque le néolithique, c'est l'époque de l'agriculture. Hein, le néolithique, c'est la sédentarisation, l'agriculture, l'élevage, la domestication des animaux, des plantes.
Donc à cette époque, on produit de la farine, notamment pour faire des galettes qui sont cuites. Et pour cela, il faut des outils de mouture qui sont des dalles de grès qui sont préparées et qui permettent cette production de farine. Moi, j'imagine déjà la vie autour de ce site. Hein. C'est passionnant. Alors, il me semble, mais je ne sais pas si je l'ai lu, mais qu'il y a eu également une découverte de parures sur le site. De quoi s'agit-il précisément ? Alors ça, c'est un gros moment sur la fouille cet été. C'est un moment où une fouilleuse a découvert un élément de parure qui est en fait un petit pendentif d'environ 2 cm de long par 1 cm de large, qui est un petit pendentif biforé en nacre. Alors c'est de la nacre d'Ugno. L'Ugno, c'est une moule d'eau douce qu'on trouvait et qu'on trouve encore aujourd'hui dans la rivière proche qui s'appelle le Petit Morin. Et ces moules ont été alors certainement consommés à l'époque, mais aussi exploités pour leur nacre, pour leurs coquilles. Et donc les hommes au néolithique, donc en cette période du néolithique récent, là entre 3500 et 3000, découpaient ces coquilles et ils en faisaient des parures, hein, donc des pendentifs. Alors on les appelle pendentifs, mais on soupçonne de plus en plus qu'il pourrait s'agir de boutons. Hein, c'est-à-dire en fait d'éléments pour accrocher, par exemple des tuniques, hein, des vêtements. Donc c'est pour ça qu'ils sont systématiquement biforés avec deux petits trous séparés d'environ 1,5 cm. Alors vous voyez l'idée, hein, cette nacre d'Ugno assez fragile, hein, qui a été perforée. Et donc là, la découverte assez émouvante quand même de l'été dernier, c'est qu'en fait on a trouvé ce pendentif, mais neuf. C'est-à-dire qu'en fait, il est là dans une fosse dépotoir qui est immense, hein, qui fait 15 ou 20 mètres de diamètre. Donc vous imaginez ce tout petit élément qui sort sous la truelle et qui est neuf dans l'état qu'il avait il y a 5000 ans. Et ça, c'est très émouvant. Parce qu'on voit encore la nacre qui brille avec ses couleurs dans son état de fraîcheur initiale, et puis les 2 perforations intactes. Ce qui veut dire que ce probable bouton n'a jamais été porté, en fait, n'a jamais été cousu sur le vêtement, alors qu'on connaît très bien ce type de parure dans les hypogées, dans les sépultures collectives, puisque les gens étaient inhumés avec leurs vêtements et donc avec ces éléments de fermeture probablement de tunique. Et donc on en connaît plusieurs dizaines, mais qui sont évidemment usés. Les perforations sont usées par le fil. L'objet lui-même, voilà, il est parfois abîmé, cassé, émoussé. Et puis il a son histoire, hein, y compris dans la sépulture. Et là, on a l'équivalent, le pendant dans la vie quotidienne, mais absolument neuf, intact. Et ça, c'est la première fois qu'on trouve cet élément, évidemment. Et donc, ça nous ouvre des perspectives fantastiques, évidemment, parce que ça montre que l'état de conservation des objets sur ce site est exceptionnel. Évidemment, l'objet lui-même est un tout petit objet comme ça, conservé dans cette si grande structure, ce qui, évidemment, nous laisse un peu rêver pour la suite des découvertes lors des prochaines fouilles. Alors, avez-vous d'autres projets en parallèle ? Parce que c'est un énorme projet, mais en avez-vous d'autres ? Alors, en parallèle de ce site, vous voulez dire ? Oui. Alors, en fait, cette découverte et cette fouille et cette opération archéologique sur ce site est intégrée à l'intérieur d'un plus vaste projet qui porte sur le néolithique de la région des Marais de Saint-Gon, dans le sud-ouest de la Marne, en France. Cette région est étudiée pour cette période du néolithique dans tous ses aspects. Donc en fait, il s'agit d'un beaucoup plus large projet qui concerne toutes les thématiques. Et pas seulement cette période du néolithique récent, la date de cet habitat, mais toutes les périodes du néolithique entre moins 5000 et moins 2000. Donc, bien sûr, cette découverte est majeure, mais elle est d'autant plus importante qu'elle est mise en perspective avec les autres études qui sont faites sur les autres catégories de sites, notamment les minières de silex, sur lesquelles il y a des études en cours, bien entendu,
à la fois sur les fouilles qu'on a faites les années précédentes, les anciennes découvertes également, et puis sur le mobilier, également sur, par exemple, la pétrographie du silex, ça veut dire sur l'analyse géologique de la nature des silex, ce qui permet de reconstituer, par exemple, leur diffusion dans l'espace. Savoir si ce silex a été diffusé dans les régions voisines, et jusqu'à quelle distance et en quelle quantité. Puisque ces minières de silex correspondent à de l'exploitation assez importante en quantité, même si c'est sur 2000 ans, on soupçonne une exploitation importante en quantité de silex, et donc forcément une partie n'est pas seulement pour la consommation locale dans les habitats, mais aussi pour la diffusion, l'exportation dans des groupes voisins. Et puis à côté de ça, on a aussi dans ce programme de recherche l'étude des sépultures collectives, notamment des hypogées, qu'il ne faut pas mettre au second plan, puisque ce sont des sites absolument exceptionnels. Les hypogées dans le sud-ouest de la Marne c'est quasiment la seule région en France, avec quelques points de comparaison dans le sud-est de la France, c'est la région qui renferme le plus grand nombre de ces hypogées, de ces sépultures collectives creusées sous la craie en France. Donc c'est une région qui est majeure à ce niveau-là et qui a livré de nombreuses découvertes, alors plus anciennes, mais qui restent également à explorer aujourd'hui, à étudier. Là, on a vu une partie du travail d'archéologue, le travail de terrain, qui est programmé à l'avance, qui est évidemment, c'est pas une année de terrain, mais c'est des années de terrain. Ensuite, on voit le travail au laboratoire. Donc là, la répartition aussi auprès d'autres spécialistes des différents domaines. Et puis, il y a évidemment les publications et l'écriture de rapports de fouilles et les publications scientifiques, bien entendu. Alors, si vous aviez un jeune qui est en face de vous et qui souhaite devenir archéologue, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil ? Alors, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est qu'il faut toujours faire ce qu'on aime faire et ce qu'on souhaite faire. Un métier comme celui d'archéologue ne peut pas être choisi et mené sans un véritable investissement personnel. C'est un métier passion, c'est un métier complet. C'est pas juste un métier où on compte ses heures. On peut pas compter son temps. Il y a aussi du temps sur le terrain, dans des conditions qui sont plus ou moins faciles, selon les saisons, la météo, et par exemple. Et il est généralement nécessaire d'y consacrer une part de soi-même. Malgré tout, il faut suivre sa passion, ses envies, celles qui nous animent au plus profond de nous, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que je pense que, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, il ne faut pas seulement regarder, faire des choix qui seraient orientés par des décisions de nécessité, forcément. C'est pas toujours le seul guide qui doit nous suivre. Alors tout à l'heure, nous discutions et vous me disiez... il faut, pour être archéologue, il faut qu'on nous fasse confiance parce qu'on a besoin de moyens sur un temps long. Alors, les recherches dont on a parlé depuis tout à l'heure sont des recherches de longue haleine. Pour obtenir ces résultats, il est nécessaire d'investir dans un programme de recherche sur une longue durée. Ça nécessite de pouvoir prendre le temps de la recherche. Ça n'implique pas que pendant plusieurs années, il ne se passe rien. Depuis 20 ans que ce programme a été mis en place, nous avons collectivement, avec un groupe aujourd'hui d'une 50aine de collègues qui étaient moins nombreux à l'époque, mais nous avons collectivement énormément travaillé. Mais ce n'est pas
cela ne suffit pas forcément à pouvoir mettre en place rapidement cette possibilité de découverte qui amène des résultats majeurs dans le cadre d'un programme plus général dans lequel il manquait justement ces éléments très importants, cette connaissance de l'habitat, de la vie quotidienne. Et même si c'était le projet déjà il y a plus de 20 ans, obtenir ces résultats et le mettre en place a nécessité forcément ce travail de longue haleine. Et ça nécessite de pouvoir faire de la recherche fondamentale sur de la longue durée. Ça implique forcément qu'on nous fasse confiance. Et d'être opiniâtre aussi. Alors ça nécessite une certaine persévérance, absolument, beaucoup de patience et beaucoup de persévérance parce que il ne faut pas cacher qu'il y a de nombreux moments de difficulté et parfois même d'inquiétude. Merci beaucoup Rémi Martineau pour toutes ces informations que vous nous avez données sur votre découverte archéologique. Et je pense nous reprendrons rendez-vous avec vous prochainement pour suivre ce roman parce que c'est vraiment passionnant. Je vous remercie. Merci à vous. C'était Lumière sur la découverte du village néolithique de Val-des-Marais par Rémi Martineau, chercheur CNRS au laboratoire Archéologie, Terre, Histoire et Société sous la tutelle du CNRS, de l'Université de Bourgogne et du ministère de la Culture.